Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Iran, le rêve d'une révolution ». Il est ainsi chapeauté, voilà 6 semaines que l'Iran est secoué par une vague de manifestations inédites, sinon par leur ampleur, au moins par leur nature. Car la mort le 16 septembre d'une étudiante de 22 ans, Mahsa Amini, après son arrestation pour port de vêtements inappropriés, n'a pas seulement mis en lumière la brutalité et l'injustice de la police de la moralité, elle a surtout mis le feu aux poudres et déclenché un mouvement sans précédent des femmes iraniennes, souvent très jeunes, contre l'oppression du régime. Et cet élan ne paraît guère s'essouffler, malgré la répression sanglante. Nous avons mis en ligne mercredi la suite de nos entretiens avec Amos Reichman, autour du livre qu'il a consacré à Jacques Chiffrin, né à Bakou, voyageur à travers l'Europe, installé à Paris, où il sera le fondateur des éditions de la Pléiade, avant de devoir abandonner cette maison et quitter la France pour les États-Unis, où il donnera leur dynamisme aux éditions Pantheon Books à New York. C'est sous le titre « Un éditeur en exil » qu'Amos Reichman a publié sa riche biographie aux éditions du Seuil. Merci à nos contributeurs, souhaitons qu'ils fassent des disciples et que tous se souviennent que leur contribution assure la pérennité de nos conversations, mais qu'elles sont défiscalisées aussi à hauteur de 66%. Intéressons-nous maintenant à la brouille franco-allemande. À 3 mois du 60e anniversaire du traité de l'Élysée qui a scellé la réconciliation entre la France et l'Allemagne et jeté les bases de la coopération entre les deux pays, les relations bilatérales entre Paris et Berlin sont au point bas. Les sujets de discorde se sont accumulés ces dernières semaines, poussant au report inopiné à janvier 2023 du Conseil des ministres franco-allemands prévu à Fontainebleau le 26 octobre, le premier depuis l'accession du dirigeant social-démocrate Olaf Scholz au pouvoir. Il s'agit d'une décision sans précédent depuis l'institution de ces rendez-vous annuels, instaurée en 2003 par Jacques Chirac dans le cadre du traité de l'Élysée. Une annulation symptomatique d'un dialogue dysfonctionnel, estime Éric-André Martin, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes. La liste des différends qui secouent le couple franco-allemand, mais qu'on appelle ainsi seulement du côté français, est aujourd'hui très longue. Dans la défense, plusieurs projets communs font du surplace, qu'il s'agisse de l'avion du futur ou de la prochaine génération de chars. Le projet de bouclier antimissile conduit par l'Allemagne au sein du groupe de 14 pays, dont les États-Unis et Israël, mais sans la France, qui mène le sien propre, a tendu encore un peu plus les relations. Dans l'énergie, au nom de la défense des mécanismes du marché, Berlin bloque sur le principe d'un plafonnement du prix du gaz, poussé par la France, tandis que Paris ne veut pas entendre parler d'un projet de gazoduc reliant l'Espagne au reste de l'Europe pour alimenter l'industrie allemande. Sur le plan économique, la France n'a pas apprécié que le chancelier allemand annonce sans prévenir un plan de soutien à son économie de 200 milliards d'euros, interprété comme une remise en question des principes de concurrence au sein de l'Union européenne. Paris est également agacé par le refus allemand d'un financement communautaire des dépenses énergétiques de l'Union européenne, qui serait analogue au fonds de relance mis en place naguère par Angela Merkel et Emmanuel Macron dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Même le rythme de la construction européenne fait l'objet de débats. Quand Berlin défend un élargissement vers l'Est, Paris plaide pour un approfondissement de l'intégration, sans craindre une Europe à plusieurs vitesses. La guerre en Ukraine est en train de modifier les équilibres en Europe, déplaçant son centre de gravité vers l'Est. En conséquence, seule une entrevue restreinte entre le président Macron et le chancelier Scholz a finalement été organisée à Paris le 26 octobre. À l'issue de celle-ci, la France et l'Allemagne ont salué un dialogue constructif malgré l'annulation de la conférence de presse commune. L'Élysée a ajouté que la rencontre avait conduit à la mise en place de groupes de travail en matière d'énergie
de défense et d'innovation. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Il est vrai qu'aujourd'hui, entre Paris et Berlin, rien ne va plus. Et ça a été démontré, illustré par le report du sine-die du Conseil des ministres franco-allemand et ensuite par cette rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz qui n'a donné lieu à aucune déclaration commune. La liste des contentieux, vous l'avez rappelé, elle est impressionnante et surtout, elle concerne pratiquement tous les aspects de ce qui touche aujourd'hui à l'Europe. Il y a tout le bloc économique, donc divergence sur la gestion du choc énergétique, divergence avec le plan de soutien géant de 200 milliards d'euros qui s'ajoute déjà à 65 milliards d'euros. Ça fait que l'Allemagne est en train d'injecter 8% de son PIB et pour soutenir en priorité ses entreprises et son industrie et pas la consommation des ménages qui crée une distorsion considérable partout en Europe. Et puis enfin, on vient d'avoir le fait que Olaf Scholz a accepté d'ouvrir le port d'Hambourg à la Chine et aux intérêts chinois. Et donc l'Allemagne continue à jouer la Chine et à essayer de préserver son modèle mercantiliste avec la Chine, quelle que soit la dérive totalitaire du régime. Le deuxième bloc, c'est la défense. Là encore, c'est impressionnant, vous l'avez rappelé. L'avion, le char du futur, le dôme de fer proposé à l'Europe orientale, et puis le fait que l'Allemagne veut redevenir le principal partenaire des États-Unis sur le plan militaire conventionnel et qu'à l'échelle de 2030, elle entend devenir la principale plateforme logistique de l'Alliance pour assurer la sécurité de l'Europe. Dernier thème de divergence très important, ce discours de Prague, dont on pourrait penser qu'il était la réponse du discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, mais qui est très différent puisque la France n'a pratiquement pas été citée. Et surtout, la vision de l'Allemagne, c'est une union à 30 ou 36, régie par la majorité qualifiée, ce qui veut dire que l'Allemagne, comme on le voit avec le dôme de fer, a d'emblée 14 ou 15 pays qui, a priori, peuvent la suivre. En face, la France est seule et l'Europe méditerranéenne serait complètement marginalisée. Alors, c'est pas la première fois qu'on a des tensions. En réalité, ce fameux couple, vous l'avez rappelé, d'abord, c'est une chimère, c'est une idée française pour essayer de masquer le décrochage de la France, un peu comme le Royaume-Uni ne cesse de rappeler la relation spéciale avec les États-Unis, qui est tout aussi déséquilibrée et qui relève aussi de la grande illusion. On a eu des tensions. Chirac-Schröder, ça a très mal démarré. Mitterrand-Kohl, au moment de la chute du mur sur la réunification allemande et sur la gestion de la fin de l'Union soviétique, il y a eu de très fortes divergences, également sur l'ex-Yougoslavie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont différentes et plus graves. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a changé, c'est-à-dire que l'Allemagne n'est plus du tout un nain politique depuis la réunification. Elle va redevenir, si elle applique ce qu'elle a prévu, la première puissance militaire conventionnelle du continent d'ici à 2030. La deuxième chose, c'est que la France aussi a beaucoup changé et qu'elle, à l'inverse, la chute est assez vertigineuse. Donc aujourd'hui, il y a 15% d'écart de richesse par habitant entre la France et l'Allemagne. La France est un pays surendetté qui ne tient que par l'euro et qui ne doit de ne pas subir le sort du Royaume-Uni récemment qu'à l'euro et à la garantie implicite, mais en réalité inexistante, de l'Allemagne sur la dette française. C'est un pays qui a 6% du PIB de déficit public, qui va avoir plus de 6% du PIB de déficit commercial, donc un modèle qui est insoutenable. Et puis l'Europe a changé parce que, vous l'avez rappelé, elle a basculé à l'Est et au Nord. Et donc les choses sont aujourd'hui extrêmement différentes. Donc que peut-on en dire ? Le général de Gaulle, en 1965, expliquait que les Européens étaient des bâtisseurs de cathédrales et que l'Europe était une forme de cathédrale dont les fondations étaient la réconciliation franco-allemande. Le problème, c'est que, bien sûr, le franco-allemand ne suffit pas,
mais il reste nécessaire pour essayer de faire bouger l'Europe, et on le voit d'ailleurs une nouvelle fois en matière d'énergie. Donc, est-ce que l'Allemagne va réussir à bouger son modèle mercantiliste ? Je crois que oui, parce qu'aujourd'hui, précisément, les Allemands sont capables de discuter de leurs problèmes, et je pense qu'ils vont trouver des solutions. Est-ce que la France est capable de se redresser sans subir un choc financier ? Ça, malheureusement, on peut en douter. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui se passe jette un vrai doute sur la capacité à faire émerger une union politique qui est en réalité la seule véritable réponse à ces chocs en chaîne qu'on voit, à cette fragmentation de la mondialisation et à cette menace existentielle que la Russie fait de nouveau peser sur notre sécurité. Lucile Schmid. Oui, moi, il me semble, par rapport à ce que vient de dire Nicolas Bavret, je prendrais le contre-pied sur le fait que nous sommes faibles et l'Allemagne est forte. C'est une sorte de préjugé permanent dans notre débat. Nous sommes en quelque sorte ceux qui portons la vision politique, mais nous sommes des nains économiques par rapport à l'Allemagne. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer le choc économique que subit l'Allemagne. On l'a vu par rapport à l'extrême dépendance vis-à-vis du gaz russe. En termes de spécialité industrielle, ce pays qui est resté beaucoup plus industriel que nous sommes désindustrialisés par rapport en faisant le choix d'une économie de service. Est-ce qu'il a une bonne spécialisation par rapport à la marche du monde et notamment la transformation écologique ? C'est une question qui peut être posée. Et le choix de consacrer 200 milliards d'euros effectivement à l'amortissement du choc énergétique décidé par le gouvernement de Berlin, c'est aussi le reflet du fait qu'il y a une coalition au pouvoir à Berlin qui est une coalition de briques et de brocs. On n'imagine pas d'ailleurs que ça pourrait exister en France quand on voit l'ampleur des débats à l'Assemblée nationale et la façon dont on se déteste alors qu'on pourrait avoir une forme de compatibilité sur les contenus. Donc Olaf Scholz c'est en fait un Premier ministre sous tension par rapport à une situation économique de court terme, peut-être même tension par rapport au modèle économique de moyen terme de l'Allemagne, et en tout cas un Premier ministre sans vision. Il me semble que là-dessus, on pourrait défendre la position d'Emmanuel Macron. C'est pas tous les jours que je fais ça, mais en tout cas, la capacité à imaginer une vision européenne. On a vu que au moment de la crise du Covid, les Allemands qu'Angela Merkel avait suivi finalement les intuitions d'Emmanuel Macron. Et dans ce cas précis, s'il y a, comme le rappelait Nicolas Bavret, des tensions autour de la vision européenne, on peut au moins faire crédit à Emmanuel Macron et à la France, donc, d'avoir une vision plus claire par rapport à ce que peut être le futur de l'Europe. On le sait, la vision française, c'est plutôt l'intégration, l'idée du noyau dur par rapport à l'élargissement à l'Est, qui d'une certaine manière est imposée à l'Allemagne par sa géographie, mais qui ne relève pas d'une vision. Et aujourd'hui, il existe des tensions très fortes entre l'Allemagne et les pays qui relevaient, entre guillemets, de sa zone d'influence, notamment par rapport à l'attitude qu'a adoptée Olaf Scholz vis-à-vis de Poutine, avec la question d'avoir été trop sympathique vis-à-vis de Poutine pour des raisons économiques. Et puis, il faut se rappeler aussi de la position de Schröder siégeant chez Gazprom. Donc, on est dans une situation où je crois qu'Olaf Scholz est un Premier ministre relativement affaibli, que la coalition empêche d'avoir un projet clair dans un moment très compliqué. Certes, les finances publiques allemandes sont bien dans un état bien meilleur, comme l'a rappelé Nicolas Bavret, par rapport aux finances publiques françaises. Ceci dit, est-ce qu'il faut seulement regarder là-dessus, peut-être que je suis trop laxiste, mais là-dessus, cette question du taux d'endettement de la France, vous le rappeliez, c'est 70% du PIB pour l'Allemagne et c'est 113% pour la France. Est-ce que c'est le seul indicateur qu'il faut prendre en considération au moment où les incertitudes frappent à ce point notre vision géopolitique? Est-ce que sur cette question-là, on ne peut pas faire crédit aussi à la France du fait qu'elle a une vision qui, pour l'instant, n'est pas suivie sur le plan économique, peut-être d'une saine gestion, mais est-ce que la saine gestion, c'est vraiment l'indicateur permanent? La crise du Covid nous a montré qu'il fallait parfois faire fi des anciennes règles. Marc-Olivier Padis. Je me demande si on n'a pas affaire à un problème d'ajustement de début de mandat d'Olaf Scholz. On se souvient qu'au début du mandat de Nicolas Sarkozy, il y avait eu une hésitation sur faut-il vraiment privilégier cette relation franco-allemande? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative avec l'Italie, la Pologne, avec l'Angleterre? On cherche toujours. Et là, Olaf Scholz, qui est quand même encore un chancelier récent, on voit bien, cherche du côté de l'Espagne un partenaire privilégié pour contourner cette espèce d'obligation de relations franco-allemandes qui est, effectivement, comme l'a dit Nicolas, quand même perçue de façon différente à Berlin et à Paris. À Paris, on en parle quand même beaucoup, à Berlin, beaucoup moins. Pour donner un exemple personnel, j'étais courant octobre à un colloque à Berlin
sur l'Europe. Et on a eu une table ronde avec Wolfgang Schmidt, qui est le principal conseiller politique de Olaf Scholz, qui le connaît depuis longtemps, qui est ministre sans portefeuille pour être son conseiller politique. Pendant 3 quarts d'heure, il a parlé de l'Europe en disant... Aujourd'hui, l'Allemagne est la puissance centrale en Europe. Nous sommes la première puissance économique et c'est normal que nous soyons du coup le leader de l'Europe, ce qui était complètement nouveau comme discours. Jamais Angela Merkel n'aurait assumé une position comme ça. Et pendant 3 quarts d'heure, il n'a pas parlé une seule fois de la France. C'est-à-dire que même la classe politique allemande, à un moment, rattrape toujours en disant « bien sûr avec notre partenaire français » ou quelque chose comme ça. Il n'a même pas mentionné la France. Donc j'étais assez surpris. Et donc on sent bien qu'il y a un changement de ton, un changement d'ambiance à Berlin. C'est ce sentiment de la centralité par rapport à l'Europe, et encore plus d'une Europe dont le centre de gravité se déplace vers l'Est avec la question ukrainienne, etc. Mais pour autant, l'Allemagne n'est pas autant... Là, je serais d'accord avec Lucie, elle est en position de force. C'est-à-dire que si on résume vraiment très brutalement la situation allemande, c'est de dire notre défense, on l'a fait avec les États-Unis, sauf que si Trump revient au pouvoir, ils sentent bien que ça ne va pas marcher comme ça. Deuxièmement, notre énergie, on la négocie avec la Russie. Alors là, tout le monde comprend que ça ne marche plus. Et troisièmement, le commerce, on le négocie avec la Chine. Et là, Olaf Scholz se déplace en Chine comme Angela Merkel le faisait très régulièrement. C'était le pays qu'elle avait le plus visité au cours des 16 ans de ses mandats. Et il n'a pas accepté la proposition d'Emmanuel Macron, qui aurait fait quand même pourtant une belle image, que le président français et le chancelier allemand aillent ensemble à Pékin. Donc il y va, comme toujours, avec tous les hommes d'affaires allemands. Ils essayent de préserver la relation commerciale avec la Chine, mais on sent bien que les choses ont changé aussi côté chinois. Donc il y a des piliers entiers du modèle allemand qui sont fragilisés. En outre, les Allemands ont dû accepter des propositions françaises très très fortes. Ils ont accepté, Olaf Scholz reprend le terme de souveraineté européenne, qui est typiquement une expression forgée par Emmanuel Macron. Il parle aussi d'autonomie stratégique, quelque chose donc, pour l'Europe dont il ne voulait pas entendre parler. Ils ont accepté le principe de l'endettement commun en Europe, qui est complètement contraire à leur orthodoxie économique. Ils ont accepté le projet... Oui, c'est Merkel qui l'a accepté, mais ils ne l'ont pas remis en question. Et ils ont accepté le projet de communauté politique européenne lancé aussi par Emmanuel Macron. Donc, ils acceptent quand même beaucoup de choses. Maintenant, pour le dire d'un mot, quelle est l'équation, le complexe franco-allemand tel que je le perçois? D'abord, il y a une asymétrie institutionnelle, c'est-à-dire que le président de la République a une marge de manœuvre considérable sur les questions européennes et il peut prendre toutes sortes d'initiatives sur la relation franco-allemande, ce que le chancelier allemand ne peut pas faire parce qu'il est, comme l'a rappelé Lucille, en coalition et que la coalition, elle est gravée dans le marbre d'un contrat de coalition dont il ne peut pas sortir. Et en outre, il y a une culture parlementaire en Allemagne qui est très très forte, y compris sur les questions européennes. Mais donc, il y a ce décalage de perception, ce décalage institutionnel, mais surtout, il y a du côté français, finalement, on cultive la relation franco-allemande parce qu'on a peur du décrochage par rapport à l'Allemagne, comme l'a dit Nicolas, mais aussi la peur du cavalier seul, que l'Allemagne joue ses intérêts avec l'Europe centrale, etc. Et du côté allemand, les Allemands craignent toujours d'être entraînés par la France dans des projets qu'elle ne maîtrise pas, et notamment des projets industriels que l'Allemagne serait amenée à financer, tandis que la France en dessine le design. C'est pour ça que l'idée d'industrie militaire européenne passe mal, parce que les Allemands ont toujours l'impression qu'en fait, qu'on leur demande de sortir le portefeuille, alors qu'on n'est nous-mêmes pas exemplaires, ni en termes de maintien budgétaire, ni en matière de stratégie industrielle, ni en matière de gouvernance interne. Jean-Luc Bourlange. Oui, moi, je serais un peu entre vous, un juge équilibré. C'est pas, mais ma juridiction n'est pas reconnue par vous, donc un juge équilibré. Je crois que vous avez raison quand vous êtes pessimiste, les uns sur l'Allemagne et les autres sur la France. Je trouve que vous avez tout. La situation est mauvaise des deux côtés. Et je crois que effectivement, pour l'Allemagne, il faut quand même partir de l'idée que le chancelier est au cœur même de toutes les erreurs allemandes des 15 dernières années,
qui étaient des erreurs commises par Merkel, mais avec son accord, et même il est au sein du Parti social-démocrate, vraiment au cœur des grands choix qui sont des choix contestables, les choix de l'abandon du nucléaire avec des conséquences en matière de lutte contre la décarbonation absolument calamiteux, le choix russe avec des conséquences en matière d'indépendance calamiteuse, et le choix chinois qui n'est pas calamiteux mais qui marque clairement ses limites actuellement, et avec un partenaire qui montre, à travers le comité, ce qui s'est passé à Pékin dans les instances du Parti communiste chinois, qu'on a vraiment changé de nature, et que l'ère de M. Deng est définitivement et complètement close. Donc il est dans cette situation avec en plus et il est dans une situation très délicate sur tout ça. Ça le met, moi je me rappelle, il y a un an, quand je recevais mes homologues des pays baltes à l'Assemblée nationale, ils étaient tous extrêmement inquiets de la complaisance de l'Allemagne vis-à-vis de Poutine. Ils étaient séparés ils disaient ça va pas du tout. Bon, alors en face de ça, l'Allemagne doit réagir. Et elle réagit d'une certaine manière qui est sa manière habituelle. C'est-à-dire qu'elle a... Scholz, il est conscient de tout ça. Et il est certainement totalement, profondément traumatisé par tout ça. En plus, comme c'est un taiseux, ça boue à l'intérieur, ça remue, et ça ça produit des résultats qui sont, à mon avis, de deux natures. D'abord, une réponse qui est classique chez les Allemands à un problème qualitatif, on oppose une réponse quantitative. On ne sait pas très bien quel choix alternatif faire, mais on en met plus sur la table. Alors, vis-à-vis de l'OTAN, c'est très clair. On n'a pas envie ils n'ont pas tellement envie de se couper définitivement des Russes, ils n'ont pas du tout envie de se couper des Chinois, mais il faut y aller. Donc ils disent, on met de l'argent et on contribue au pot, et en plus, on va acheter du matériel américain, ce qui, en France, est considéré comme scandaleux, mais qui n'est pas en réalité scandaleux. À partir du moment où les États-Unis jouent un rôle si décisif dans la sécurité de l'Europe occidentale, il n'est pas anormal que les Américains souhaitent vendre un peu de leur matériel. L'erreur, c'est de faire du tout américain, mais le tout européen serait inimaginable. Défendez, et puis ne touchez rien, ça c'est un truc. Donc les Allemands ont compris ça, ils disent on va apaiser les Américains comme ça, et on va, avec ça, continuer, effectivement, Hambourg, etc., on va continuer à commercer avec la Chine, et on va espérer, ça c'est clair, que dans les milieux sociodémocrates, ça va peut-être pas durer éternellement, cette brouille avec les Russes. Alors là, ils sont très contrariés par ce qui se passe sur les canaux, sur les streams, etc., sur les destructions de gazoducs, mais ils réagissent comme ça. Deuxièmement, ils disent on va réagir parce que nous avons notre avantage géopolitique. Nous sommes au centre de l'Europe, au nord de l'Europe et au centre de l'Europe. Le centre de l'Europe, ils font donc le discours de Prague, qui effectivement, et je dois dire, est assez stupidement anti-français. Parce que entre le couple dont je comprends que ça les agace, et le fait qu'ils considèrent, qu'ils ne donnent pas l'impression à Prague qu'on fasse même partie de l'immeuble, ça va pas. On n'est peut-être pas dans la chambre commune, peut-être pas dans le lit matrimonial, mais on est quand même dans la même maison. Et donc, le fait de ne pas faire allusion, de se situer clairement dans une espèce de mouvance habsbourgeoise, c'est quelque chose qui est maladroit. Mais c'est une affirmation géopolitique précise. Vers le nord, ils utilisent, à ce moment-là, ils utilisent tous les problèmes français. Vers le nord, ils disent « nous sommes pour l'OTAN ». Les Français la baillent belle, vous la baillez belle avec une défense européenne. Le 42.7 du traité de l'Union européenne, ça vaudra jamais l'article 5 de l'OTAN. La sécurité, pour des raisons profondes, la sécurité de l'Europe, elle est atlantique. Donc, et à ce moment-là, les Baltes se réveillent. Ensuite, ils utilisent le fait que de l'utilisation de la mort cérébrale, la proclamation de la mort cérébrale, dont je dis depuis longtemps que l'expression a dépassé la pensée du président Macron, et qu'en réalité, il devait parler de coma.
Parce que la différence, c'est qu'on en sort du coma, alors que la mort cérébrale, c'est assez définitif. Bon, et on peut d'ailleurs se demander si la sortie du coma de l'OTAN n'entraîne pas la mort cérébrale de la défense européenne. C'est quand même une question qui est posée. Ensuite, nous avons notre faiblesse géopolitique. Alors là, les Allemands, nous sommes quelque chose. L'Espagne, l'Italie, la France, c'est un bloc de pays qui compte en Europe, même si on donne l'impression d'être un club med, etc. Mais crac, Meloni remplace Draghi, et c'est une faiblesse de ce côté-là. Donc il utilise tout ça, et au bout du compte, et il utilise évidemment son dernier atout, qui est le sérieux budgétaire, alors que nous n'avons pas été sérieux budgétairement. Mais quand on a mis tout ça ensemble, on s'aperçoit, et c'est là-dessus que je veux conclure, cher Philippe, on s'aperçoit que c'est l'Europe tout entière qui est vraiment en difficulté. Elle est en difficulté sur l'énergie, où elle paie son énergie à des tarifs sans comparaison avec les autres pays, notamment avec les États-Unis. Elle est en difficulté sur le plan de la sécurité. Dans quelques jours, les Américains vont peut-être changer de majorité. Ensuite, ils vont changer de président. Et on ne sait pas ce que deviendra la garantie américaine. Et elle est en difficulté sur le plan de son retard technologique, puisque les agendas de Lisbonne du début du siècle dernier n'ont absolument pas été tenus. Et face à cela, il reste que les fondamentaux demeurent, que la solution européenne reste la seule. Alors, passer ces crises nerveuses actuelles de Scholz et le fait qu'il utilise les faiblesses du président Macron, il y a quand même des invariables. Le culbuto devrait quand même revenir à une entente franco-allemande. Lucille Schmid. Oui, je voulais juste dire une chose, c'est qu'on le sait, il y a la guerre en Ukraine qui est aujourd'hui dans une nouvelle étape, et on voit bien que du côté de Zelensky, du gouvernement polonais et des pays qui le soutiennent, comme la Pologne et les pays baltes, il y a l'idée d'aller jusqu'au bout. Et dans ce cas précis, entre l'Allemagne et la France, il y a évidemment il faut à tout prix trouver moyen d'installer une situation, une possibilité de négociation sur le fait que la guerre, nous ne soyons pas contaminés par la guerre. Ça me semble être un point important sur lequel, à l'évidence, l'Allemagne et la France sont contraintes de s'entendre. Nicolas Bavrez. Oui, quelques remarques brèves. D'abord, sur la faiblesse des dirigeants, elle est vraie, évidemment, des deux côtés. Olaf Scholz a une coalition improbable et très, très lourde. Emmanuel Macron, lui, est en majorité relative et de plus en plus en apesanteur par rapport à la réalité du pays, et non rééligible. Les deux modèles, effectivement, sont des modèles caducs. La décroissance par la dette publique française, c'est terminé. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Mais le modèle mercantiliste allemand, c'est vrai qu'il est aussi à bout de souffle. Là où je crois qu'il y a quand même une différence, on parlait des finances publiques. L'idée, c'est pas le laxisme contre, c'est pas les cigales d'un côté et les fourmis de l'autre, mais c'est les marges de manœuvre que ça permet. Aujourd'hui, c'est vrai que quand l'Allemagne a 70% de dette publique, elle peut mettre 100 milliards sur sa défense, elle peut mettre 200 milliards pour réassurer ses entreprises. La France ne peut absolument pas le faire. Donc, l'état des finances publiques, c'est intéressant, pas dans une vision d'Harpagon. C'est intéressant dans les moyens que ça donne pour faire de la transition et pour faire bouger ces modèles. Je rappelle que, par exemple, en 1945, pourquoi est-ce que finalement on a pu moderniser et reconstruire la France, l'Allemagne et l'Italie? Parce que les moyens sont arrivés avec le plan Marshall, puisque à l'époque, l'Europe n'avait pas les moyens de se moderniser elle-même. Et la dernière chose sur l'isolement, en fait, quand c'est la France qui est complètement isolée, ça a été très bien rappelé, c'est-à-dire que l'Allemagne, même s'il y a une tension très forte autour de sa complaisance vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine, mais il n'empêche que l'Allemagne a autour d'elle une majorité de pays qui savent qu'elle est absolument clé. La France, elle, est isolée. Et donc, on en est bien. C'est vraiment cette grande question historique qui est très importante. Aujourd'hui, après la Russie, l'Europe est la grande perdante de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan stratégique et même sur le plan intellectuel et moral, parce que tout ce qu'elle a essayé de construire est ravagé par la guerre d'Ukraine. Et c'est la seule stratégie possible pour la France et pour l'Allemagne. Donc il faut absolument que les uns et les autres remettent en question leur modèle, mais également acceptent de travailler ensemble. Jean-Luc Bourlange.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicolas sur la situation de l'Europe. On partage la même analyse. Je suis un peu plus nuancé que lui sur la solitude. Je crois que nous ne sommes pas si seuls que ça et l'Allemagne n'est pas si unanime que ça. Quand on regarde l'Europe de l'Est, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en Ukraine, les Allemands sont quand même très mal vus, que nous avons fait erreur. Ça, je crois que c'était une erreur importante de la part du président Macron d'avoir parlé de l'idée de ne pas humilier M. Poutine à un moment où les Russes progressaient. Je crois que c'était très mauvais calendrier, mais je peux dire que quand j'ai rencontré le président Zelensky il y a 15 jours, il ne tarissait pas d'éloges sur le président Macron, son ami Emmanuel. Et en réalité, il a beaucoup apprécié le fait que nous ayons joué un rôle important pour avec M. Draghi, pour convaincre Scholz et d'admettre l'adhésion, la candidature de l'Ukraine. Sur la Pologne, les Polonais sont très, très ambivalents. Ils ont des problèmes de priorité, mais n'allons pas dire qu'ils sont à la remorque des Allemands. Ça serait quand même quelque chose de très nouveau. Alors on a des problèmes, on n'est peut-être pas obligé d'insister comme on le fait à ce point sur les questions de l'LGBTisme, mais il y a quand même des convergences possibles avec eux. Sur les pays baltes, ils sont quand même conscients du fait que les Allemands sont les seuls sont beaucoup plus favorables à Poutine qu'ils ne le sont eux-mêmes. Et enfin, sur le nucléaire, on a quand même ramené autour des idées françaises une grande partie des pays d'Europe centrale. Donc, je dis pas du tout qu'on soit les maîtres et que les Allemands sont isolés, mais je pense que nous avons quand même des atouts, même si Scholz a très, très intelligemment d'ailleurs appuyé sur tous les endroits où ça faisait un peu mal pour nous. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui de la transition écologique, de sa conduite et de ses étapes. Candidat à sa réélection, Emmanuel Macron avait promis que son second mandat serait écologique ou ne serait pas. Ancienne ministre de la transition écologique, la première ministre a présenté le 21 octobre la méthode du gouvernement pour planifier cette transition écologique. Un défi immense, alors que nous devons faire en 8 ans plus que nous avons fait en 32 ans, a-t-elle déclaré. Pour atteindre les objectifs de sortie des énergies fossiles, de réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre dès 2030 et de neutralité carbone en 2050, Elisabeth Borne appelle à une mobilisation générale sous la bannière France Nation Verte. Elle se déclinera à travers 22 chantiers, allant du transport au logement, en passant par la façon de produire, de consommer, mais aussi par la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Ils feront chacun l'objet d'un plan d'action. Au ministre en charge d'engager des concertations avec les acteurs économiques et politiques concernés avant mi-novembre pour aboutir d'ici la fin de l'année à des feuilles de route de la transition. Indicateurs, tableaux de bord et rendez-vous réguliers doivent permettre de suivre l'avancement des différents chantiers. Grâce à un site internet, on pourra connaître l'avancement des mesures à partir de la fin de l'année. Certaines ont déjà été lancées, comme le plan sobriété ou le projet de loi sur les énergies renouvelables, qui doit venir en débat le 31 octobre au Sénat. Les milliards investis dans la rénovation thermique des bâtiments, dans le plan vélo, dans l'hydrogène étant déjà connus, la Première ministre a tracé de grandes lignes, sans rentrer dans le détail des mesures, développement des véhicules électriques, du train, de l'avion bas carbone, du recyclage, d'une nouvelle gestion de l'eau, de l'hydrogène, de l'isolation des bâtiments, des investissements verts, etc. Parallèlement, le gouvernement prévoit 7 chantiers transversaux, financement, accompagnement social, emploi, sobriété, exemplarité des services publics et planification territoriale. Ces chantiers seront pilotés directement depuis Matignon, sous l'égide du secrétariat général à la planification écologique, créé fin mai et dirigé par Antoine Peillon. Afin de plancher sur les mesures, le gouvernement s'appuiera sur un Conseil national de la refondation climat et biodiversité, un organe supplémentaire de consultation lancé le 21 octobre, regroupant des représentants de la société civile et des secteurs économiques. À terme, il devrait se décliner à l'échelon territorial, État, collectivités locales, entreprises et ménages. Tous devront apporter leur contribution et faire converger leurs efforts. Les plans climat dont s'est déjà dotée la France s'enchaînent après la stratégie nationale bas carbone, le plan national d'adaptation au changement climatique, bientôt la loi de programmation énergie-climat
qui doit être adopté d'ici juillet 2023. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Le paradoxe, c'est que la guerre en Ukraine est en fait une épreuve de vérité par rapport à cette question de la transition écologique, dont on a le sentiment qu'on en parle depuis des années et dont on découvre à l'occasion de cette guerre qu'elle n'a pas été pratiquée. Beaucoup de discours, mais qu'en est-il par rapport à la question de la réalité ? Ce qui se passe avec cette guerre, c'est qu'il y a un bouclier tarifaire sur les énergies fossiles, enfin sur l'essence. Ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre d'éléments sur la transition agricole sont remis en cause. Donc on est dans une situation où on découvre avec cruauté que sur la question climatique, on vient de vivre un été cauchemardesque et la catastrophe écologique n'est plus seulement dans les pays du Sud, elle est aussi en France, elle est en Europe, elle est partout dans le monde, mais que, d'une certaine manière, nous sommes dans un réel fragmenté où la guerre nous empêche de réaliser cette transition écologique. Donc c'est très compliqué. Par rapport à cette situation, Elisabeth Borne est entrée dans cette planification écologique, j'allais dire, sur la pointe des pieds. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a passé son temps, je regardais le discours, à dire qu'il ne fallait pas stigmatiser, qu'il fallait concerter, à renvoyer les choses à un calendrier qui n'était pas celui du moment où elle parlait, bien qu'elle parle de la recyclerie, lieu emblématique pour les écologistes et notamment les activistes. Donc une sorte de sentiment de en même temps qui, d'une certaine manière, déçoit à l'avance, et c'est cela qu'il faut surmonter, me semble-t-il, avec un certain nombre de remarques. La première, c'est que l'écologie des politiques publiques n'est pas la transition écologique. C'est-à-dire que l'État peut faire un certain nombre de choses, mais qu'à l'évidence, et ça a été rappelé par la Première ministre, la transition écologique, ça se fait avec tout le monde. Ça se fait avec les citoyens, les entreprises, les fonctionnaires. Ça se fait avec tout le monde, et nous sommes dans un moment où la société française est profondément fragmentée et où tout le monde ne parle pas à tout le monde, et même tout le monde s'engueule avec tout le monde. Donc ça, c'est un problème évident sur cette question de transition écologique. La deuxième chose, c'est que on sent bien que sur l'articulation entre liberté et contrainte et renoncement, ce gouvernement est encore une fois sur la pointe des pieds à cause de l'épisode des Gilets jaunes qui, 4 ans après, n'a pas été surmonté et qui même a pris davantage d'ampleur, j'allais dire, autour de cette question des grèves dans les raffineries. On a le sentiment que la contradiction entre questions sociales, enjeux de justice sociale et questions de transformation écologique le grand écart n'a jamais été aussi grand. Et ça, c'est un point évidemment de paralysie. La troisième chose, c'est que réaliser la transition écologique, c'est parler avec ses adversaires, parce que si on veut que tout le monde se mobilise, ça signifie que la question des camps, la droite, la gauche, les ennemis d'Emmanuel Macron, les ennemis d'Elisabeth Borne, il va falloir leur parler et sans doute imaginer des choses communes. Il ne suffit pas de planifier, de technocratiser pour réussir à donner une réalité à cette transformation écologique. Et ça, c'est donc un élément très profondément contradictoire avec la manière dont la vie politique française se vit, et particulièrement dans le moment que nous traversons. Il n'y a pas seulement la guerre en Ukraine, il y a aussi la réalité politique française. Et puis, troisième chose, il faut un autre esprit des institutions, c'est-à-dire qu'il faudrait considérer, non pas que les Français sont résistants à la transformation écologique, mais que d'une certaine manière, c'est plutôt au sommet de l'État, ou dans la difficulté à articuler, par exemple, les questions agricoles, les questions énergétiques avec la transition écologique, que les résistances se nouent. La société française n'est pas composée uniquement de Français qui ne veulent pas se transformer. La société française, elle est constituée, en fait, de Français qui sont dans des contradictions, je veux dire, intimes, ou même de communauté à communauté. Et là-dedans, la question d'inverser, encore une fois, la relation entre la société et l'État et de prendre ce qui vient de la société, sa créativité, son imagination, est essentielle. C'est pas la planification écologique qui va faire la transition écologique. Ce qui va la faire, c'est l'élan, le souffle. Et ce souffle, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'a jamais été aussi absent de la relation entre les dirigeants français et la société française. C'est le principal problème. Marc-Olivier Padis. Oui, j'ai un accord et un désaccord avec Lucille. L'accord, c'est que la transition doit se faire avec tout le monde. Parce qu'au bout du compte, ce sont les usages qui vont nous permettre de faire la transition. Les usages dans la mobilité, dans l'habitat, dans le travail, dans l'alimentation. Et j'ai un accord aussi sur l'esprit des institutions. Il faut changer l'esprit des institutions, et je pense que c'est précisément ce qui est en cours. Le fait d'avoir confié à la Première ministre, qui était la ministre de la Transition écologique, ce dossier-là, c'est-à-dire à celle qui mène les arbitrages interministériels, c'est donner la garantie que la question écologique ne soit pas sacrifiée, comme c'était le cas jusqu'à présent, au moment des arbitrages interministériels. Et deuxièmement, la création du secrétariat général à la planification écologique donne aussi une arme particulière pour mener ces actions. Maintenant, j'ai 2 désaccords. Le premier, c'est
la guerre en Ukraine, elle ne nous empêche pas de mener la transition, elle accélère la transition, je pense. C'est-à-dire que la taxe carbone, elle est là. C'est-à-dire le prix du carbone, il a augmenté. Le prix du gaz, le prix de l'électricité, tout le prix des énergies a augmenté. Certes, il y a le bouclier tarifaire qui amortit un peu plus pour limiter l'inflation. Et donc, on paye l'énergie moins cher que chez certains de nos voisins, mais tout le monde paye l'énergie plus cher. Et donc, tout le monde a pris conscience que l'énergie, le chauffage, la mobilité, tout ça a un coût. Et donc, ce n'est pas simplement une fantaisie venue de Bercy. Mais surtout, le désaccord principal, c'est est-ce que la Première ministre avance sur la pointe des pieds ? Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que des décisions absolument structurantes ont été prises et qu'on est déjà en train de le percevoir. Je vais donner un exemple. Donc, on a dit, je repars de la Convention citoyenne sur le climat, on a dit c'est un gadget qui a accouché d'une souris et vraiment rien n'en est sorti, sauf une loi qui s'appelle la loi climat et résilience, qui a décidé 3 choses. D'abord, la création des zones à faible émission, ce qu'on appelle le projet de zéro artificialisation nette et l'interdiction de la location des passoires thermiques en 2028. Je reprends juste ces 3 choses. On se rend compte qu'aujourd'hui, sur ces 3 sujets, les élus locaux en particulier disent « Attention, on va beaucoup trop loin, beaucoup trop fort, beaucoup trop vite ». Alors qu'on disait qu'on n'avait rien fait. En fait, non. Les ZFE. Les deux sont vrais. Alors, c'est ça. Alors, c'est dû en même temps. Ça, c'est le député qui dit ça. Les zones de faible émission, ça veut dire que l'accès au centre-ville va être interdit aux véhicules trop polluants. Mais ça veut dire qu'il faut adapter la circulation et l'urbanisme des villes de façon accélérée et que très peu de villes ont commencé. On a vu, Paris a commencé, mais on voit avec quelle difficulté et quelle popularité pour la mer. Mais donc, il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui prennent conscience qu'elles ne sont pas du tout prêtes à interdire l'accès notamment aux véhicules utilitaires, les artisans, les commerçants, à qui on va dire mais votre véhicule, là, vous ne pouvez pas le faire rentrer maintenant en centre-ville. Donc ça va être très très dur à négocier. Deuxièmement, on a dit zéro artificialisation nette, c'est un terme un peu technique pour dire qu'il faut arrêter l'étalement urbain, il faut arrêter de construire des pavillons dans les terres agricoles qui sont à la périphérie de nos villes moyennes, petites et de nos villages. Mais donc ça veut dire qu'il faut revoir complètement l'urbanisme, il faut redensifier le centre des villes, etc. Et les maires qui donnent les permis de construire sont en plein désarroi par rapport à cette obligation qui arrive très très vite. Et troisièmement, la fin de la location des passoires thermiques. Les pavillons votent à droite et les grandes zones votent à l'extrême droite, donc c'est très important. Ça va être un sujet politiquement explosif, absolument. Et les passoires thermiques, c'est un moment où, donc on va dire à des propriétaires, vous n'avez pas fait les travaux d'isolation, vous n'avez pas enlevé votre chaudière à fioul, vous ne pouvez plus louer votre bien. Donc on va retirer des biens du marché de la location privée, qui est déjà un marché très tendu. Donc rien que sur ces 3 dossiers-là, qui vont toucher la vie quotidienne des Français, on voit en fait qu'on va vers des décisions absolument majeures et des nécessités d'adaptation qui vont être très très difficiles. Sur ces dispositions pour le centre-ville, je me demande si on ne voit pas déjà arriver quelque chose comme la conscription, c'est-à-dire la possibilité d'acheter le droit de faire ce qui est défendu. On voit ça notamment à Paris, où on n'aura pas le droit d'entrer avec un vieux véhicule qui pollue, mais où on peut avoir des terrasses chauffantes dans les cafés à condition de payer une taxe particulière. Ça, je crains fort que ce ne soit la loi l'interdit, mais la pratique l'assure. Nicolas Bavrez. À la veille de la COP27, on voit bien effectivement la tension. Donc pour l'instant, on va déjà atteindre très vite 1,5 degré de réchauffement et on est parti, selon le GIEC, pour 2,6 à 2,8 d'ici à 2100. Et la guerre d'Ukraine est paradoxale. C'est vrai qu'on a un signal très fort sur le prix de l'énergie, mais pour l'instant, la nécessité absolue d'essayer, il y a une course de vitesse pour essayer de trouver de l'énergie fossile. Il suffit de voir que le tiers de l'électricité en Allemagne va être produit à partir du charbon et de la lignite l'an prochain, ce qui est une aberration écologique et d'ailleurs aussi économique. Alors moi, je voudrais revenir à ce terme de planification. Alors effectivement, il sonne très bien dans un moment qui est un moment de retournement complet, après une séquence qui était plutôt dominée par le néolibéralisme. On voit que c'est le retour de l'État, le retour des impôts, le retour du plan. Est-ce que ce retour du plan
est injustifié. Je pense que non, parce que s'il y a un domaine dans lequel ça peut se défendre, c'est sûrement la transition écologique. Pourquoi ? Parce qu'elle suppose de faire bouger le modèle. Pour faire bouger le modèle, il faut de la cohérence, il faut une vision de long terme, notamment parce que on a ces deux horizons de temps. L'horizon de court terme, avec effectivement des décisions qui sont complètement contre-productives. Le bouclier tarifaire, ça veut dire qu'on investit 2% du PIB dans la subvention des énergies fossiles. C'est ce qu'on peut faire de pire. Mais donc, il faut sûrement le faire, sans doute en le ciblant mieux sur les gens qui en ont vraiment besoin. Mais si on veut arriver à passer ce cap, il faut donner de la cohérence et le plan peut y contribuer. Et puis aussi, le plan, normalement, peut permettre de mobiliser. Je renverrai au plan de Jean Monnet en 1946, qui était intéressant parce qu'on avait tous ces éléments-là. Mais la grande différence avec 1946, c'est que chez Monnet, il y avait une ligne claire qui était la reconstruction, la production à tout prix. Il y avait des priorités et il y avait une vraie méthode pour associer toutes les forces vives et la société. Et là, on n'est pas du tout dans ce cadre. C'est-à-dire américain, c'est vite. Et ensuite, on a eu l'argent du plan Marshall, comme on le rappelait, à partir de 1947. Aujourd'hui, on n'a pas de vrai cap. On a 22 chantiers, mais qui partent dans tous les sens et qui ne sont pas reliés entre eux. On a une logique qui reste une logique keynésienne de subvention des ménages, mais on n'a pas grand-chose sur l'offre. On a un pilotage extrêmement centralisé et pas d'association des citoyens. Donc, je crois que cette planification, du coup, fonctionne à vide et qu'il faudrait... Et si on veut réussir la transition écologique, il faut complètement changer les choses. Il faut réintégrer d'abord, évidemment pas à court terme, mais réintégrer ce qu'on fait dans l'instauration progressive d'une taxe carbone. Il faut centrer les choses sur l'offre. Et il faut se poser la question du capital. Je suis d'accord, c'est-à-dire que cette transition écologique, elle va coûter 100 milliards par an. Comment est-ce qu'on mobilise ? L'argent public ne suffira pas, surtout dans un pays qui est déjà surendetté. Comment est-ce qu'on mobilise l'argent privé ? Et enfin, il y a la dimension européenne. On ne peut faire ça. On voit l'aberration aujourd'hui sur les voitures où on est en train d'ouvrir la transition écologique. C'est le fait qu'on va passer tout le marché européen de la voiture à la Chine. Et que par ailleurs, tout le monde a dit on veut des EFE, on veut du véhicule électrique, sauf que personne aujourd'hui n'est capable de fournir l'électricité décarbonée qui permet de faire fonctionner ces véhicules électriques. Donc, c'est pour ça qu'il faut sans doute planifier à long terme et arrêter de prendre toutes ces décisions qui sont à chaque fois des décisions autoritaires, des signaux qui sont très forts, mais qui ne sont pas du tout suivis des politiques industrielles qui permettraient de les rendre soutenables et efficaces. Jean-Luc Bourlange. Oui, sans donner un caractère peut-être aussi polémique que celui que vient de donner Nicolas, qui est toujours... Je suis assez d'accord avec son diagnostic. Je pense qu'il faut réfléchir à la notion, il faut partir de la notion de planification. Je pense que même si on utilise ce terme, je ne suis pas sûr de dire qu'il soit partagé par tout le monde, vécu par tout le monde comme très positif. Il y a un côté gosse-plan qui déplaît à certains. Mais je crois qu'on est beaucoup plus dans la programmation d'un certain nombre d'actions, comme le suggérait Nicolas. On a 22 chantiers, on a 22 programmes. 22 programmes, c'est le contraire d'une planification. Une planification, ça signifie quelque chose de central. Ça signifie un modèle et une déclinaison d'un certain nombre d'actions en fonction de ce modèle et en pensant les articulations nécessaires entre toutes les actions sectorielles que l'on doit mener. C'est une entreprise. C'est d'ailleurs tout à fait la comparaison que faisait Nicolas avec la planification à l'époque de Monnet est très juste. Et c'était possible parce que c'était une planification nationale pour un enjeu national avec des partis politiques, y compris le Parti communiste, qui étaient acquis au concept productiviste, des instruments de concertation qui avaient d'ailleurs été en partie hérités de Vichy, mais qui fonctionnaient de Michelon, qui fonctionnaient assez bien avec Jean Monnet, et des partis politiques, le tripartisme, Parti communiste, Parti socialiste, le MRP, qui étaient vraiment solidaires. Donc ça, plus des financements
importants qui sont venus assez vite avec le plan Marshall. Nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. Il y a 5 trucs qui vont pas. D'abord, c'est une démarche planétaire. Je crois, quand j'écoutais Lucille, tu parlais essentiellement d'efforts qu'on devait faire en France, mais là, c'est le syndrome du réverbère. On cherche la clé, on cherche la clé perdue sous le réverbère, parce que c'est là qu'on peut voir quelque chose, alors que la clé a été perdue ailleurs. Il est évident que ce qui compte, chez nous, c'est très très limité, très 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 limité par rapport à ce que font les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Américains, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire, mais il faut bien savoir que l'enjeu est ailleurs. Deuxièmement, nous n'avons pas, face à cette réalité planétaire, de cet enjeu planétaire, nous n'avons pas de système institutionnel. Nous avons un système pas du tout multilatéral, qui est entièrement multipolaire et qui est en voie d'agressivité fondamentale. Nous n'avons pas de solidarité idéologique. Nous avons cru, avec la chute du rideau de fer et du mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique, nous avons cru que nous pourrions construire une sorte d'entité onusienne. Ça n'a pas du tout marché et nous en sommes totalement revenus. Donc on est dans des situations de dissensus. Ça, c'est le contraire de la situation qu'on décrivait à propos de Jean Monnet. Nous avons un problème évident de solidarité. Solidarité à l'intérieur, solidarité internationale. À l'intérieur, il ne faut pas se dissimuler. Cette affaire, on nous baille et on nous dit que c'est un très créateur de valeur. C'est pas vrai du tout. La transition écologique est destructrice de valeurs fondamentales. Il y a des tas d'éléments de capital fixe qui vont disparaître, qui vont coûter de l'argent, et il faut faire de la solidarité. Alors, on est dans un système où pas un impôt de plus. Moi, je veux bien, c'est le truc à la mode. On dit ça. Moi, je suis plutôt libéral de tempérament, mais il faut quand même savoir qu'on aura des sommes colossales à mettre. Si on ne les met pas en organisant une certaine forme de solidarité, on conduit à une guerre sociale de premier ordre. Sur le plan international, même chose. On n'a absolument pas les éléments qui nous permettent d'agir, d'aider les Indiens, les autres, à faire quelque chose. Et enfin, dernière incertitude, on a une incertitude technologique. Et on ne sait pas, on ne sait pas comment ce sera fait. Alors on se base sur des éoliennes, les maires sont pour ou contre, etc. Mais en réalité, on est menacé par le syndrome du Minitel. C'est-à-dire qu'on peut planifier, si on planifie aujourd'hui avec les instruments dont on dispose, on risque de faire des choix technologiques qui seront aussi obsolètes qu'a été le Minitel par rapport à la révolution informatique, et être confronté, nous voir offrir dans 5 ans, dans 10 ans, des moyens qui seraient infiniment plus remarquables. Donc tout ça me donne à penser que, c'est très simple, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge et elle chauffe. Lucille Schmid. Oui, 3 petites remarques. Je crois que le problème est que sur la question écologique, il faut à la fois, comme l'a dit sans doute la Première ministre, accélérer dans un certain nombre de directions, notamment sur la transformation technologique, mais aussi renoncer. C'est-à-dire qu'il faut à la fois croître dans un certain nombre de secteurs, changer le modèle économique et social, mais il faut aussi renoncer à un certain nombre de choses. Et ça, c'est très compliqué lorsqu'on est au gouvernement, lorsqu'on pratique les politiques publiques. Donc ça, c'est un sujet qui, pour l'instant, n'est pas du tout traité au niveau du gouvernement. La deuxième chose, pour répondre à Marc-Olivier Padis, c'est que aujourd'hui, on inscrit beaucoup dans la loi des objectifs extrêmement exigeants, mais qui posent des questions sociales très profondes. C'est le cas des zones de faible émission sur la question des voitures, puisqu'on sait que ceux qui ont les plus vieilles voitures sont souvent ceux qui ont les revenus les plus modestes. C'est le cas sur la question de l'artificialisation des sols, sur lequel le sujet de la crise du logement doit être mis en relation avec cette question de ne plus artificialiser. Et puis, c'est aussi le cas sur les enjeux de logement, justement, sur la rénovation thermique, puisqu'on n'arrive pas à enclencher la rénovation thermique parce qu'il y a des copropriétés pauvres et que, par ailleurs, les plus précaires sont souvent logés dans des passoires énergétiques. Et du coup, cette façon du yaka faucon, c'est-à-dire inscrire dans la loi des objectifs à assez long terme, fait qu'on revient là-dessus lorsqu'on a le nez dans le guidon et qu'on se dit « tiens, on ne va pas pouvoir le faire, on n'a pas les investissements possibles nécessaires ». Donc, je termine en disant juste une chose, c'est qu'à l'évidence, par rapport à ce que vous disiez, Jean-Louis,
le sujet de l'international Moi, par ça, rapport au tu sois, national. elle me vous voit, hein, vous Oui, avez mais parce remarqué, que, je sais pas, j'ai été prise dans une sorte d'élan écologique où je vous vois tout le monde. Donc la question, c'est effectivement que c'est international, mais il faut mener les choses au niveau français parce qu'il y a un sujet d'exemplarité et on ne peut pas laisser ça tomber parce que notamment on est une grande puissance européenne, Jean-Louis. Soyons exemplaires, mais ne soyons pas naïfs. Je vous remercie. Permettez-moi de rappeler que la semaine prochaine, le 6 novembre, nous serons en public à l'école alsacienne et que nos auditeurs sont bienvenus. Il leur suffit, mais c'est nécessaire pour des questions de réglementation de l'accès à des établissements scolaires, il leur suffit de s'inscrire en allant sur notre site et en cliquant sur le lien « Les émissions en public ». L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'introduirai en disant à quel point la Belgique me semble être un pays peuplé de personnages de bande dessinée. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ce pays est si fécond en auteurs et en scénaristes de bande dessinée, mais aussi en cinéastes. On se souvient sans aucun doute de cette émission étonnante de la RTBF, reprise par France 3, qui était Striptease, de Marco Laminge et Jean Libon. Eh bien, on retrouve Jean Libon dans un film qu'on peut voir aujourd'hui en salle, qui s'appelle Poulet frites, qui est l'histoire, pas l'histoire d'ailleurs, qui est l'accompagnement d'une enquête policière à partir d'un meurtre, avec des personnages dont on aurait du mal à croire qu'ils n'ont pas été imaginés par un scénariste, alors que ce sont des personnages de la réalité, d'ailleurs tout en eux, y compris leur aspect physique. Il y a notamment un inspecteur de police qui a l'air d'une sorte de cancre évadé d'un établissement pour jeunes délinquants, une magistrate dont on se demande quelquefois si, ou qu'on avait d'ailleurs vu dans un autre film de Jean Libon. Bref, c'est un film qui est à la fois étonnant, qui va de surprise en surprise et qui est une parfaite réussite, extrêmement souriante. Ça s'appelle Poulet frites. Marc-Olivier Padis. Pour faire une transition avec le film présenté par Philippe, moi, au lieu de la fantaisie et la surprise qui arrive au milieu du réel, je parlerai d'un film qui présente une très belle chronique quotidienne d'une jeune quarantenaire parisienne. Le film de Mia Hansen-Løve, Un beau matin. Je vais souvent voir les films de Mia Hansen-Løve, qui est une jeune réalisatrice française d'une quarantaine d'années. Je trouve ça toujours... ces films ont un grand charme et maintenant une grande maîtrise dans la conduite du récit et la direction des actrices et des acteurs. Et là, c'est un film... en fait, sur l'histoire d'une jeune maman parisienne célibataire qui doit s'occuper de faire entrer son père dans une institution spécialisée parce qu'il a un problème de dégénérescence mentale alors que c'était un professeur de philo, un intellectuel, et donc qui avait consacré toute sa vie à la réflexion et à la lecture, et prise aussi dans une nouvelle intrigue amoureuse, et elle navigue dans ses journées entre les deux. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, de rebondissement, de grandes choses extraordinaires, mais une saveur de la description, de l'évolution des personnages, une liberté, un ton personnel qui sont extrêmement séduisants. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais recommander la lecture d'un roman qui s'appelle Le dernier des siens, écrit par Sybille Grimbert, publié chez Anne Carrière, qui raconte l'amitié très forte entre le dernier des grands pingouins et un jeune naturaliste, donc au XIXe siècle. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre aborde cette question de, au fond, comment être conscient du fait qu'on vit une sorte de sentiment, cette amitié entre un volatile et un être humain, avec le dernier de l'espèce. C'est-à-dire que ce livre, ce roman, aborde cette question si philosophique et à laquelle nous faisons face aujourd'hui, de l'extinction, vivre avec le dernier être qui va être éteint. C'est un roman assez bouleversant, pas du tout... Le grand pingouin existe bien dans ce livre et il n'est pas, en quelque sorte, un substitut de nous-mêmes. Nous prenons conscience donc de ce que nous allons perdre et ce que nous devons éviter de perdre. Nicolas Bavrez.
Je voulais rendre hommage à deux œuvres au noir. Donc, la première, c'est l'œuvre de Pierre Soulages, qui donc a disparu le 26 octobre, et recommander à la fois la visite du musée Soulages à Rodez, qui est extraordinaire, avec une vision sur son œuvre qui est très complète, et un bâtiment qui, pour une fois, a vraiment beaucoup de sens et extraordinairement cohérent avec cette œuvre. Et puis, suggérer aussi d'aller évidemment à l'abbaye de Conques. C'est là que Soulages a eu la révélation de sa vocation de peintre. Et c'est là aussi que il a eu cette formidable commande des vitraux qui ont été réalisés entre 1987 et 1994. Et puis l'autre œuvre au noir, c'est le manuscrit retrouvé un peu miraculeusement par Céline, Londres, qui est la suite de Guerre. Et souvent, on a des rééditions ou des redécouvertes assez absurdes. Là, ce sont des textes qui sont des textes vraiment impressionnants, où on voit Ferdinand, le héros de guerre, arriver à quitter donc la France pour Londres, où il retrouve un certain nombre de gens qui cherchent à tout prix à éviter, évidemment, de se trouver mobilisés pour la Grande Guerre. Et il y a une vision de la ville de Londres, des bas-fonds, qui est vraiment une vision extraordinaire. Comme toujours avec Céline, c'est très cru, mais c'est très vrai. Sur Conques, et à propos des vitraux de Pierre Soulages, beaucoup de gens demandent, il se trouve que je vais très souvent là-bas, que beaucoup de gens demandent ce qu'il y avait avant. Alors, s'ils veulent, c'est Dieu, mais avant, ils avaient des couleurs, c'était mieux, etc. S'ils veulent savoir ce qu'il y avait avant, c'est exposé. C'est dans le hall d'entrée de la Daumerie, c'est-à-dire la grande hôtellerie où les pèlerins peuvent être hébergés pendant une journée. C'est sombre, sinistre. Et par ailleurs, c'est l'œuvre du grand-père d'Hubert Védrine, mais ça, c'est pour mettre Jean-Louis Bourlange en forme. Oui, la mort de Soulages a quand même inspiré à nos amis de la Croix un très beau titre, mais qui paraît tout à fait emprunté au style de Libé. Mais j'ai trouvé très bien Le noir est en deuil. Moi, je voudrais... C'est mieux que Libé parce que c'est pas qu'un jeu de mots. Il y a une idée derrière. Absolument. Il y a une pensée derrière. Bien sûr, c'est mieux que Libé, évidemment. Nos amis de Libé ne nous en voudront pas trop. Bon, mais moi, je voudrais évoquer des textes qui m'ont été recommandés récemment dans un entretien par un haut gradé de l'armée française, et qui sont des textes de mon ami, que connaissait bien Nicolas et que vous connaissiez tous, qui était Thérèse Delpech, qui est morte il y a quelques années d'un cancer, et qui était une personnalité exceptionnelle, extraordinaire, qui, quand elle se trompait, ne se trompait pas à moitié, mais qui, quand elle avait raison, n'avait pas raison à moitié. Et elle a publié un livre qui s'appelle L'Ensauvagement, quelques années avant sa mort, en 2004 ou 2005, et je voudrais vous lire deux extraits, l'un sur la Chine et l'autre sur la Russie, parce que je crois qu'elle avait vraiment, il faut lui rendre cet hommage, elle avait vraiment perçu quelque chose. Sur la Chine, elle dit 20 ans, c'est donc en 2004. C'est la période dont la Chine a besoin pour moderniser son armée. À cette date, ses ambitions régionales pourront voir le jour, et il sera trop tard pour les arrêter. La Chine ne se contentera pas d'un rôle régional, contrairement à l'Europe d'aujourd'hui. Elle se prépare à remplacer l'URSS dans son rôle de superpuissance face aux États-Unis, et elle met beaucoup d'intelligence et de détermination dans cette entreprise. Si en 2025, le monde fait face à une Chine autoritaire, économiquement prospère, et qui a le bénéfice de 30 ans de croissance de son budget militaire à un rythme annuel de 10% en moyenne, les réformes économiques permettant de financer la modernisation de l'armée, on ne pourra plus exercer la moindre influence sur elle. Ça, c'est sur la Chine. Sur la Russie, je ne vais pas tout vous lire, mais la Russie est entrée, à la même époque, donc le début des années Poutine, la Russie est entrée dans une phase d'autodestruction qui tient à la médiocre qualité des élites au pouvoir et la dépression profonde qui a suivi l'échec des années 1990, mais peut-être aussi aux effroyables tragédies du siècle passé. Celles-ci ont été des témoins dans chaque famille, et le retour de l'imagerie stalinienne ne peut guère être interprété comme un simple désir de retour. L'esprit de revanche
est le symptôme d'un pays traumatisé, en pleine phase de régression, prêt non à récupérer sa zone d'influence, mais à perdre ce qui lui reste, avec des poussées d'agressivité impuissantes. Il ne suffit plus d'inspirer la peur pour reconstruire un État fort. Les méthodes Andropov ont été celles d'une fin de règne, et leur retour fournit une image supplémentaire du caractère réactionnaire du régime en place à Moscou. Elles peuvent broyer les contre-pouvoirs, mais ne produisent que de la destruction. La Russie est dirigée par la partie la plus imprévisible et la plus corrompue des services spéciaux. Ce qui constituait leur élite plus éclairée et plus ouverte au monde, est écartée du président qu'elle méprise. Les services russes qui détiennent le pouvoir ont eux aussi connu une forme de décadence. L'urgence politique est de reconnaître la fin de l'Empire et celle d'un chemin particulier de la Russie. Mais l'idée même de démocratie étant associée dans la population russe aux privatisations sauvages et à la corruption de l'ère de Boris Eltsine, les rêves d'empire ne se sont pas effondrés, la désagrégation se poursuit et la catastrophe russe n'est pas encore achevée. Je crois que c'est quand même, cette femme est morte il y a quelques années. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle avait anticipé ce que nous vivons. Merci de ces citations, Jean-Louis. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré, qui va en assurer le compendium qui sera mis en ligne mardi prochain. Merci à Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, à Olivier Magloire, qui répond à toutes les questions qui concernent nos plateformes de financement, à Adrien Beccaria, qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, et à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes, qui viennent d'être primés au Festival international du podcast et qui produisent cette émission. Je rappelle donc que dimanche 6 novembre, émission en public à l'école alsacienne. Inscrivez-vous sur notre site. À dimanche prochain.